dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 24 janvier 2025. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la politique étrangère du président Donald Trump. Le 47e président américain a signé plusieurs décrets qui tracent la voie de la nouvelle diplomatie américaine. Il a aussi exposé sa vision du monde lors du sommet de Davos, du Forum économique de Davos. Les États-Unis vont promouvoir la paix dans le monde, a annoncé le nouveau secrétaire d'État Marco Rubio lors de sa prise de fonction. Pour en parler, nous aurons Carol Grace-Mbarga, militante démocrate, ambassadrice mondiale de la paix des Nations Unies. Bonsoir, Madame Carol Grace-Mbarga. Bonsoir Mohamedou, bonne année. Merci, bonne année. Nous aurons également Junior Bonpetit. Il est militant républicain, il est fondateur du mouvement Congolese for Trump. Junior Bonpetit, bonsoir. Bonsoir Mamad et bonne année à vous. Merci. Alors, dans ce studio, nous avons Daniel Eda. Il est en politique béninois, ancien fonctionnaire de la francophonie, ancien candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Eda, bonsoir. Bonsoir Mohamedou. Voilà, nous avons donc tous nos invités. Nous les retrouverons dans quelques instants pour les échanges. Voilà, nous commençons donc par les décrets signés par le président Donald Trump. Immédiatement après son investiture, il a signé plusieurs décrets. Et pour commencer, nous parlons de l'immigration. Alors, Junior Bonpetit, le président Donald Trump a suspendu l'arrivée des réfugiés sur le territoire américain à partir du 27 janvier. Cette décision a également mis fin à tous les voyages précédemment prévus des réfugiés aux États-Unis. L'ONU donc a condamné aujourd'hui cette décision, a dit que l'asile était universellement reconnu comme un droit de l'homme. Alors, Junior Bonpetit, comment est-ce que vous qui êtes républicain, supporter du président Trump, comment est-ce que vous réagissez à ces décrets signés par le président Trump et à sa décision annoncée d'expulser des millions de personnes vivant aux États-Unis en situation irrégulière? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je soutiens total aux décisions prises par le président Donald Trump. Le président Trump a fait des promesses électorales sur l'immigration et c'était un des sujets phares pour sa réélection, pour son deuxième mandat. Aucun pays au monde peut accepter ce qui s'est passé aux frontières sud des États-Unis, ce qui qualifie de l'invasion. Donc, on peut jamais accepter cela. Vous voyez, lorsque l'Organisation mondiale des réfugiés parle, c'est pour des immigrations légales. C'est pas une immigration illégale, comme nous avons vu à la frontière sud. Donc, ramenant des criminels, des narcotrafiquants, et qui ont tué des policiers, des étudiants et des paisibles citoyens américains. Aucun gouvernement responsable peut accepter cela. Et alors, il faut refouler tous ces illégaux et criminels. Les États-Unis acceptent l'immigration légale. Vous voyez, les États-Unis font partie du traité de Genève. Le président Donald Trump n'a pas révoqué ou n'a pas enlevé les États-Unis sur ce traité-là. Mais seulement, nous devons refouler les gens qui entrent aux États-Unis d'une manière illégale. Parce qu'un pays qui marque la frontière, ce n'est plus un pays. Nous devons stopper cela. Et ce qu'il fait, c'est arrêter l'hémorragie et aux grands mots, de grands remèdes. Donc, on n'expulse pas tout le monde. On a d'abord ciblé les illégaux criminels, les narcotrafiquants qui sèment désolation au peuple américain. Voilà. C'est la première phase et c'est la promesse électorale, promesse tenue. On vous a bien suivi, Junior Bonpetit. Écoutons Daniel Grace-Mbarga, qui est démocrate, qui forcément ne partagera pas votre avis. Alors, Madame Mbarga, qu'est-ce que vous pensez? Junior Bonpetit vient de dire qu'aucun pays ne peut accepter des illégaux sur son territoire et un pays qui n'a pas de frontières n'est plus un pays. Quel est votre avis? Ça, c'est l'avis de ceux qui ont justement bénéficié des politiques immigratoires des États-Unis. J'ai la question que je pose, et les collègues démocrates le font aussi. Les ancêtres de ceux qui votent ces lois-là aujourd'hui, est-ce qu'ils ont demandé les visas aux Amérindiens lorsqu'ils sont arrivés ici? Bien sûr que non. À part les promesses électorales, nous parlons ici des cas humanitaires.
il y a des familles entières qui sont bloquées au niveau de la frontière américaine parce que je pense que depuis mardi, une application qui avait été mise en place par l'administration de mon président Biden, elle a été complètement éteinte alors qu'il y avait des immigrants qui demandaient de l'asile politique qui avaient des rendez-vous cette semaine. Donc pour moi, je pense que c'est une aberration, c'est une grande honte. Les États-Unis ont toujours été une terre accueillante d'immigrants. Et si je peux soulever ce que nous disons dans les commentaires dans nos groupes, c'est que si les États-Unis ne voudraient plus des frontières poreuses, il faudrait que ce pays cesse de créer le chaos un tout petit peu partout. Vous ne pouvez pas créer des chaos dans les pays des autres et après vous fermez les frontières. Nous avons le cas de la Libye. Oui, cela tombe sur l'administration démocratique, mais lorsqu'on parle de géopolitique, et là on parle encore ici sur le plan humanitaire, mesdames et messieurs, on ne peut pas se permettre les exactions que nous voyons depuis un certain temps et qui nous rappellent les années 1933, lorsqu'en Allemagne, c'est ce qui s'est passé, on a target, c'est ça le mot. La cible a été placée. Mon collègue vient tout à l'heure de parler des criminels qui commettent les exactions. J'ai une question à lui poser. Les shootings en masse, les fusillades en masse qui se passent aux États-Unis, ces criminels-là, allez faire vos recherches. Ce sont des immigrants illégaux qui les commettent. Tout récemment, dans un lycée ici aux États-Unis, je pense que cette semaine, nous avons encore une fusillade. C'est un illégal qui l'a commis. Il faudra un moment que les politiciens arrêtent. L'être humain doit revenir au centre de nos préoccupations. Les immigrants qu'on juge illégaux payent des taxes, ils payent des impôts dans ce pays. Ils travaillent dans ce pays. Donc j'espère que mon collègue républicain, lorsqu'il n'aura plus les légumes sur sa table, lorsqu'il ne pourra plus avoir ses avocats, il va trouver donc ceux qui sont légaux pour aller travailler dans les champs. Très bien noté, Carole Mbarga, on va revenir à vous. Alors, Daniel Eda, vous qui n'êtes ni républicain ni démocrate, vous venez de suivre deux points de vue diamétralement opposés. Alors, vous venez du continent africain, beaucoup de nos frères là-bas veulent venir aux États-Unis, mais maintenant, ça va être compliqué avec Trump. Une réaction peut-être en tant qu'homme politique? Il faut dire que d'abord, moi, je n'ai pas à me prononcer sur la politique intérieure des États-Unis, mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les pays d'origine de ceux qui ont envie de venir aux États-Unis, s'il y avait le bien-être dans ces pays, ils ne s'amasseraient pas nombreux pour pouvoir venir, pouvoir quitter par des voies détournées et être qualifiés d'immigrants illégaux. Donc, le retour du président Donald Trump au pouvoir, avec la tenue de ses promesses qui a commencé, interpelle les pays d'origine. Et quand je parle, je prends nos pays africains, nous avons l'obligation de revoir notre manière de nous gouverner, de manière à créer les conditions de rétention de nos jeunes, de nos populations, pour que nos pays ne soient plus des prisons à ciel ouvert, que chacun fait tout pour pouvoir abandonner. Donc ça, il y a une question de responsabilité des pays d'origine des migrants qui se pose là. Bon, maintenant, pour une première fois, un homme politique fait des promesses. Elles peuvent être démagogiques, elles peuvent être tout ce qu'on veut, mais là, c'est des promesses qui sont en train d'être tenues. En tant qu'acteur politique et engagé dans le combat pour la restauration de la démocratie dans mon pays, le Bénin, faire en sorte pour que notre économie puisse être une économie où la croissance que l'on publie, que l'on expose est une croissance véritablement partagée. Je me dis, nous ferons tout pour que les Béninois n'aient plus envie de quitter le Bénin pour aller par le désert, par la mer, tout ça. Maintenant, ce que je voudrais dire à nos frères qui sont aux États-Unis, qui sont d'Afrique, l'Afrique a besoin d'eux. L'Afrique a besoin d'eux. C'est vrai, les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'ils puissent y vivre comme ils vivent aux États-Unis, mais c'est ensemble que nous devons faire ce qu'il y a à faire pour que l'Afrique devienne la destination prisée. Et quand on parle de l'immigration, oui, c'est vrai, d'un point de vue humanitaire, c'est dur. Mais quels sont les objectifs que poursuit le président Donald Trump? C'est avec les Américains, les citoyens américains qu'ils peuvent en débattre. Nous qui sommes en Afrique, nous ferons tout à partir de maintenant pour que nos citoyens ne soient plus obligés de partir
pas des voies détournées. Oui. Alors, on va retrouver Carole Grace-Mbargane, on commence par elle cette fois-ci. Alors, le président Trump a également signé un décret allant dans le sens de retirer son pays de l'Organisation mondiale de la santé. Comment est-ce que vous comprenez cette décision et ses implications possibles dans un monde qui se remet à peine de la pandémie de Covid-19? Ok, il faudrait qu'on se rappelle déjà que l'OMS elle joue un rôle crucial dans la coordination des réponses globales aux crises sanitaires et le retrait des États-Unis affaiblit cette coopération, la rendant un peu plus difficile la gestion des futures pandémies et autres urgences sanitaires. Donc, personnellement, en tant que démocrate, je crois que la décision du président Trump, et c'est pas la première fois qu'il le fait, de retirer ce pays de cette organisation peut être comprise sur deux enjeux majeurs. Il y a déjà un niveau de réduction au niveau de la coopération internationale parce que l'OMS, elle joue un rôle crucial dans la coordination des pandémies. Elle offre des aides pour les pays en voie de développement comme mon Cameroun natal. Et puis, nous avons aussi un impact sur le financement de l'OMS, qui font que les États-Unis sont des grands financiers de l'OMS, de l'UNICEF, même des Nations Unies. Donc, leur retrait pourrait même, par conséquent, établir une réduction bien significative dans le budget de ces organisations. Et l'effet boomerang, ce serait que des programmes sanitaires qui dépendent de ces financements-là dans les pays en voie de développement ne seront plus là et nous allons avoir des gens qui vont perdre leur boulot. Nous allons avoir des organisations qui ne pourront plus mener à bien les campagnes de vaccination et les campagnes d'assainissement, ainsi de suite. Donc, en tant que démocrate, je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Alors, Junior Bonpetit, une réaction. Le président Trump dit que la Chine ne paye pas assez son dû au cours de son premier mandat. Il avait d'ailleurs accusé l'OMS d'avoir protégé la Chine au début de la pandémie de Covid-19. Comment est-ce que vous trouvez ces arguments? Merci pour la question. Permettez-moi de revenir sur la première question rapidement. Et la suspension humanitaire, c'est temporaire. Il fallait d'abord arrêter pour faire un peu remue-ménage au sein du pays. Comment les criminels ont tué cette étudiante à Georgie, à Atlanta, Red Lake. Ils l'ont tué par des criminels. Madame a dit ici que les criminels américains qui les font, mais ils les font dans leur pays, je ne le soutiens pas. Vous ne pouvez pas être des gangsters venant de notre pays, s'aimer d'isolation aux États-Unis. Aucun pays ne peut accepter cela. Vous voyez, ce sont les démocrates qui sont les instigateurs des guerres dans le monde. Vous avez parlé de la Libye, c'était Obama. Et chez nous, en RDC natal, à l'est du pays, c'est les Clinton. Ce sont les démocrates, les instigateurs de la guerre partout dans le monde. Et c'est connu de tous. Donc, je vais revenir sur votre question. L'Amérique est des retours. L'Amérique, d'abord, est des retours. Alors, comment pouvez-vous... Vous avez cité la Chine. La Chine a plus de 1,3 milliard d'habitants et ne contribue que de plus ou moins 35 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé. Alors que les États-Unis, avec ses 330 millions d'habitants, contribuent à plus de 500 millions de dollars. Ce n'est pas équitable. Vous voyez, parlons de la COVID-19. Vous conviendrez avec moi que ce virus provient des laboratoires chinois. Alors, comment ça a été géré? La gestion de l'OMS envers les États-Unis était... Bon, on va dire, nous sommes sur la voie de l'Amérique, un média sérieux. On va dire que le virus a été découvert en Chine, mais on ne va pas dire que c'était un laboratoire chinois. Allez, continuez, Junior Bonpetit. Bon, la provenance, je vous le concède, la provenance venait de la Chine. Ouais, même le président Trump disait China virus, donc ça venait de la Chine. Alors, le traitement ou la gestion de ces virus, de cette pandémie, par rapport aux États-Unis, n'était pas injuste parce que les États-Unis, comme j'ai dit, un grand donateur, alors que la Chine, avec ses 1 milliard plus d'habitants, a une contribution minable de 35 millions de dollars et ne peut pas être sur la même balance que les États-Unis. Donc, le président Donald Trump a fait un choix judicieux de nous extirper de cette organisation et voir comment on peut organiser les choses autrement. Daniel Eda, une réaction? L'Afrique bénéficie beaucoup des soutiens de l'OMS. Oui, malheureusement, c'est vrai que cette décision du président Donald Trump suit sa logique de l'Amérique d'abord. Cela n'exclut pas que l'Afrique va en souffrir parce que nous ne sommes pas préparés à un tel retrait. Ceci dit, je concède au président Trump le droit de prendre des décisions dans l'intérêt des Américains. Quelle réponse est-ce que l'Afrique doit apporter?
je ne crois pas que ce soit rester à genoux pour dire, bon, s'il vous plaît, les États-Unis, revenez, tout ça. Non. Nous devons prendre nos responsabilités et trouver une solution véritablement africaine. Et c'est en cela que les gouvernements africains vont montrer que nous voulons véritablement avoir une indépendance totale, une émancipation effective. Donc, le président Donald Trump, s'il est possible que cette mesure soit différée, ce serait bien, mais un jour ou l'autre, ça viendra. Donc, nous devons prendre nos responsabilités. Oui. Alors, Carol Glassenberger, toujours dans le même esprit, le président Donald Trump suspend l'aide au développement pour au moins 90 jours. Les fonds qui étaient consacrés vont revenir prioritairement aux projets en territoire américain. Ce n'est pas logique quand même, selon vous, Carol Glassenberger? Lorsque les États-Unis se sont octroyés, si je peux le dire de manière pas officielle quand même, le titre de grand frère du monde, de gendarme du monde, il y a bien sûr des conséquences. Le président Donald Trump, il n'est pas le premier président des États-Unis, à ce que je sache. Lorsque j'entends des gens dire que l'Amérique est de retour, elle était en vacances quelque part, je ne sais pas. L'administration antérieure, l'administration de Biden, l'administration d'Obama, l'administration même de Bush, a toujours eu une politique, si je peux dire, d'ouverture pour les œuvres humanitaires. Donc, retirer les financements, moi, en tant que quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire, qui a eu à travailler avec des ONG sur place au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Burkina Faso, qui ont des partenariats avec la USAID, l'Agence américaine de développement international, c'est un désastre, M. Mamadou Romfa, c'est un désastre. On ne prend pas des décisions comme celle-là à la volée, tout simplement parce qu'on a promis ceci et promis cela pendant la période électorale. Pour pour redorer le blason des États-Unis, dit que nous sommes de retour. C'est pas comme ça que ça se passe. Des vies en dépendent. Il y a des programmes, par exemple, de lutte contre le VIH au Cameroun qui donnent des médicaments, M. Mahamadou Romfa, gratuits à des malades. Et sans le financement qui vient de USAID, tous ces programmes vont fermer. Et lorsque ces programmes vont fermer, vous savez ce qui va se passer? Ces gens vont mourir. Est-ce que c'est cela, en tant qu'être humain, que nous voulons pour notre Afrique, que nous voulons pour le monde? Est-ce que c'est cela que nous voulons? Oui. Les États-Unis, on a d'autres problèmes un peu plus pressants sur la table que de partir et de se désengager de manière si peu orthodoxe des grands programmes qui aident des pays en voie de développement dans le monde entier. Oui, Junior Bonpetit, qu'est-ce que vous en pensez? L'aide au développement, ça fait quand même partie de ce que les experts appellent la soft power dans le domaine de la diplomatie. C'est grâce à ça quand même que les États-Unis sont aussi respectés dans de très nombreux pays. Évidemment, je vous comprends, mais nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans un nouveau contexte ici. Il y a eu les élections, il y a eu tous les 7 États indépendants des États-Unis ont voté pour l'agenda de Donald Trump. Donc, ce qu'il fait a été approuvé par les souverains primaires américains. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Il a promis et l'Américain a adhéré à cette vision des choses et ils l'ont voté haut la main. Donc, l'administration Biden a donné plus de 90 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, alors que l'Américain moyen perd son pouvoir d'achat, l'inflation. Cet argent pouvait aider les petites et moyennes entreprises qui constituent la colonne vertébrale des États-Unis par des subventions, par les loans, des crédits, pour aider les entrepreneurs à payer les crédits, les cartes de crédit et tout ça, relancer l'entrepreneuriat américain qui a été détruit par l'administration Biden, alors que ce n'était pas sa priorité était ailleurs, dans les aides et tout ça. D'abord, le président Trump, ce n'est pas un président du monde, c'est un président des États-Unis. C'est un nationaliste, c'est un patriote. Donc, il va d'abord mettre les États-Unis en priorité. Donc, c'est vrai, ça peut aider nos pays africains, nos frères africains, c'est bien, mais ici, le contexte est différent. C'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre perception de faire de la politique, de mettre l'Amérique d'abord. C'est souffrant de dire ça, mais c'est la réalité et les peuples américains a souscrit pour cette façon de voir les choses et Donald Trump le fait très bien. Oui. Alors, Daniel Eda, vous allez peut-être dire un mot sur l'aide au développement. Mais Donald Trump, c'est un homme d'affaires, il est connu pour ça. Et il a dit hier au sommet de Davos, où il a intervenu en visioconférence, il a invité les gens à venir investir ici. Oui. Sinon,
ils devront payer des taxes, des droits de douane. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique du président Trump qui a commencé déjà à créer des tensions avec certains pays comme le Canada? D'abord, revenons à la question de l'aide par rapport à l'Afrique. C'est vrai, c'est brutal, mais l'Afrique ne doit pas être éternellement aidée. Parce que si l'Afrique devait être développée grâce à l'aide, depuis que moi je suis petit, j'ai toujours entendu parler de programmes d'aide au développement, tout ça, mais ça n'a jamais développé l'Afrique. Au contraire, ça nous a endormis. D'accord? Selon ce que je sais, l'Amérique a une dette abyssale. Donc, un pays très très endetté qui va continuer par donner son argent à des pays où, excusez-moi, comment est-ce que ces aides-là sont gérées? Le niveau de corruption dans un certain nombre de pays, pendant que le contribuable américain s'échine, mais si nous voulons que l'Afrique soit respectée, nous devons quitter notre position de mendiant. Moi, je ne suis pas pour une Afrique mendiante. Je ne suis pas pour un Bénin mendiant. Non. Je suis pour un Bénin qui fait une coopération gagnant-gagnant avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est en cela que le président Donald Trump m'intéresse. C'est un homme de deal, c'est un homme de transaction. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous recevez? Mais nous, en tant qu'Africains, nous sommes restés dans une posture où on attend des philanthropes qui viennent faire pour nous. En fait, les organisations, les ONG, tout ça qui interviennent dans nos pays, c'est parce que l'État est défaillant qu'on a besoin que les ONG viennent suppléer le vide. Mais si on avait un État qui prenait vraiment ses responsabilités, la masse de manœuvre, l'espace que devraient occuper les ONG serait limité. Donc si on encourage une Afrique des ONG, eh bien on détruit l'État et on crée un État mendiant, des États mendiants partout. Donc l'État a des responsabilités et l'État doit les assumer. Nous avons des ressources en Afrique et nos ressources doivent être désormais bien gérées. Si nous nous gérons bien, nous n'avons pas besoin de dépendre de l'aide qu'elle vienne des États-Unis ou de la France ou d'ailleurs. Ceci dit, l'invitation du président Donald Trump à certains pays à venir investir, mais c'est tout à fait normal. Moi, je suis aux États-Unis, je fais des rencontres et je dis que dans le cadre de la vision que je propose pour mon pays, nous voulons construire l'économie de production et de transformation et qu'il nous faut des investissements directs étrangers. Cela n'est pas valable que pour le Bénin, c'est valable pour les États-Unis aussi. Ça, c'est vrai, les natures d'investissement ne sont pas les mêmes, mais c'est normal que le président Donald Trump, qui dit l'Amérique d'abord, qui veut résoudre les problèmes des Américains, demande à ceux qui veulent profiter des Américains de venir investir aux États-Unis. Alors, il nous reste 2 minutes exactement pour terminer. Junior Bonpetit, c'est vrai, le président Eda dit que Donald Trump est un homme de deal, un homme de transaction, c'est un homme d'affaires, c'est connu. Mais cette affaire de droits de douane, de taxes et tout cela, est-ce que cela ne va pas déclencher des guerres commerciales avec la Chine et d'autres pays? Est-ce que ce n'est pas une inquiétude qu'il faut avoir? Mais d'abord, je veux dire que le président Trump est un génie. C'est un homme d'affaires à succès et il a démontré ça lors de son premier mandat. Donc, le contexte ici, c'est quoi? C'est que lorsque il vous donne les tarifs, il demande aux mondialistes de venir investir aux États-Unis, de produire localement. Lorsque vous implantez vos compagnies ici localement aux États-Unis, vous payerez moins de taxes. Ce qui va faire, c'est que les compagnies vont rester avec beaucoup plus d'argent et ils vont agrandir leurs compagnies. Il y aura la conséquence qu'il y aura beaucoup plus d'emplois. Et lorsqu'il y a beaucoup plus d'emplois, les employés payent des taxes et l'État gagne. Donc, tout le monde gagne dans cette deal ici. Donc, c'est comme ça et ramener toutes les compagnies ici. Si vous ne voulez pas venir ici, vous restez chez vous et vous payez les conséquences de beaucoup plus de taxes. Voilà. Malheureusement, Caro Glasmbalga, 30 secondes pour terminer sur cette question. Enfin, je ne sais pas le Parti républicain qui vante ceci et cela. Déjà qu'ils ont bloqué l'élimination des dettes estudiantines. Ils ont bloqué les lois pour bannir la propension des armes qui se baladent un tout petit peu partout. Donc, avant de dire qu'on va Amérique d'abord, le président Trump n'a pas établi ces lois lorsqu'il était là au départ. Donc, c'est pas maintenant qu'il va le faire.
Merci beaucoup à tous les invités. Junior Bonpetit, républicain basé au Texas, fondateur du mouvement Congolese for Trump. Daniel Eda, homme politique béninois qui était avec nous ici en studio. Et puis Carole Grace Mbarga, qui est démocrate, qui est ambassadrice des Nations Unies pour la paix. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.